Nous allons donc nous intéresser pendant cette demi-heure à cette maladie hautement contagieuse qui fait trembler le gouvernement français aujourd'hui, la dermatose nodulaire contagieuse. Maladie infectieuse touchant les bovins et les buffles, non transmissible à l'humain. Le virus a fait irruption en France fin juin avec des premiers cas détectés en Savoie et en Haute-Savoie. Depuis, la DNC, comme on l'appelle aussi, a touché d'autres départements, aujourd'hui contraints d'éliminer des troupeaux entiers dès qu'un seul cas est détecté. Ces abattages systématiques d'ailleurs provoquent une vague d'indignation chez les éleveurs, déjà éprouvés par d'autres sujets. L'exécutif a beau tenter de communiquer sur sa stratégie, les arguments peinent à convaincre. Le secteur est vent debout, notamment dans le sud-ouest, où l'on dénonce les lenteurs du gouvernement qui a organisé ce matin à Matignon une première réunion de crise. On va tenter d'y voir plus clair dans ce dossier avec notre invité du jour, c'est Thierry Pouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef économiste aux Chambres d'Agriculture France, chercheur par ailleurs associé à l'Université de Reims. Alors, on va commencer par déterminer ensemble de quoi l'on parle depuis plusieurs jours et plusieurs semaines même, parce que les premiers cas sont apparus, on le verra, fin juin en Savoie et en Haute-Savoie, la dermatose nodulaire contagieuse, parce que ce mot-là est à son importance. On va voir de quoi est-ce qu'il en retourne. On a quelques clichés. Avant d'aller plus loin, c'est un virus, quand l'animal le contracte, qui provoque de la fièvre, une baisse de la lactation, voire même ce genre de nodules. On va peut-être voir ces clichés à l'instant. Ça peut être visible à l'œil nu ou pas d'ailleurs, et c'est ça tout le problème. Je crois qu'il y a une longue période d'incubation qui peut dépasser le mois. Oui, absolument. Alors, il faudrait un vétérinaire qui soit un peu spécialisé dans ce type de maladie, bien sûr, et pas un économiste. Mais effectivement, la période d'incubation est assez longue. Ce sont plusieurs insectes qui peuvent transmettre la maladie, le virus, des mouches, des tans, des tiques, et qui peuvent provoquer, comme vous l'avez dit, un certain nombre de réactions chez l'animal. Et puis, ce qui est assez important, c'est évidemment pour les vaches laitières, des perturbations dans la lactation qui peuvent entraîner des perturbations un peu plus en aval sur les productions laitières, de fromage en particulier. Donc là, on est sur des périodes d'incubation assez longues, 28 à 30 jours, et c'est bien là la difficulté, c'est que le vaccin, lui, ne peut être totalement efficace que sur une période de 21 jours. Donc on a l'impression que le virus naturel a un peu une longueur d'avance sur le virus qui est incorporé dans le vaccin. Comme on le sait, tous les virus sont incorporés dans les vaccins à des doses un peu plus légères. Mais donc là, on est sur une grosse difficulté et ça nécessite évidemment de ne pas opérer de mouvement des animaux, parce que si les animaux sont transférés d'un endroit à un autre, eh bien on transfère aussi l'insecte évidemment qui circule en même temps que le cheptel qui est acheminé dans une autre destination. Vous êtes déjà en train d'aborder cette stratégie gouvernementale. On va y revenir à ce protocole sanitaire évidemment qui est défendu bec et ongle par notamment la ministre de l'Agriculture. Cette maladie, ce virus, il a été longtemps circonscrit à l'Afrique, Afrique subsaharienne, je crois. Il a fait son arrivée en Europe en 2014. C'était dans les Balkans. La France, avant ce mois de juin, on n'en parlait pas ou quasiment pas. Alors c'est pourtant une maladie très connue, puisque les premiers cas remontent à 1919 en Zambie. Donc on savait déjà à peu près ce qu'était cette maladie. C'est remonté vers l'Europe centrale, en particulier les Balkans. Il y a eu des cas en Turquie également, en Bulgarie, en Grèce. Donc d'après les vétérinaires, d'après les spécialistes de ces virus d'animaux, c'est quand même une maladie qui est assez bien connue. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il faut passer par, évidemment, une vaccination. Cette vaccination pose un certain nombre de problèmes. Le coût, si on généralise cette vaccination, et la disponibilité des doses. Madame la ministre de l'Agriculture a bien rappelé que son objectif était de vacciner 1 million d'animaux, sauf qu'elle a reconnu qu'elle n'avait pas encore toutes les doses disponibles. On a le Premier ministre qui, là, en début d'après-midi, vient d'appeler à une accélération de la stratégie vaccinale. Il demande ça. C'est pas lui qui a les leviers pour l'ordonner. On a l'impression que... À qui il s'adresse là quand il dit ça? Il s'adresse à sa ministre, ça, sans aucun doute. Donc, oui, mais elle vient de dire hier, en déplacement à Toulouse, qu'on n'avait pas suffisamment de doses pour vacciner tout le monde. Après, ce sont les services vétérinaires qui doivent prendre le relais, évidemment, dans les territoires, dans les départements, dans les régions, et passer les commandes au nom du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Alors, je disais, on a quand même un tout petit peu de recul en France, même si cette maladie est connue depuis de longues années sur la planète, et notamment sur le continent africain.
faut remonter à fin juin quand ces premiers cas surviennent en Savoie et en Haute-Savoie. On va justement commencer par se rendre là où tout a commencé. La maladie bovine a depuis été éradiquée dans les 2 départements où les éleveurs touchés tentent aujourd'hui de reconstituer leur cheptel. On voit ça tout de suite en image avec nos confrères de France 2 et puis on y revient juste après. Ces enclos sont de nouveau occupés. Un soulagement pour Pierre-Jean Duchesne. Cet été, cet éleveur a vécu l'impensable. Après la découverte d'un cas de dermatose, il a dû abattre son troupeau de vaches laitières. Le choc psychologique à encaisser, quand tout s'effondre autour de nous, faut bien rester là debout à tenir tout le monde. Détectée pour la première fois en Savoie le 29 juin dernier, la maladie s'est vite propagée au département voisin. Jusqu'à 1000 bêtes étaient vaccinées chaque jour. Il y avait réellement urgence, puisqu'on sait ce qu'on doit à la vaccination cet été. L'abattage, la vaccination, mais aussi un protocole de protection. Les contrôles vétérinaires ont été multipliés dans un rayon de 20 km autour des foyers contaminés. Les déplacements de bovins étaient, eux, tout simplement interdits sur 50 km. Des restrictions levées au bout de 45 jours sans nouveau cas. La Savoie et la Haute-Savoie ont depuis éradiqué la maladie. Mais pour tourner définitivement la page, les éleveurs attendent encore le versement de la totalité des indemnisations. Au minimum 2 100 € par vache abattue, selon un représentant de la Chambre d'agriculture. Voilà, on a très peu de recul quand même, je disais un tout petit peu de recul, mais est-ce qu'il y a suffisamment de temps qui s'est écoulé pour dire que c'est éradiqué en Savoie et en Haute-Savoie déjà ? Sur ces 2 départements, manifestement, il y avait le constat que la maladie était éradiquée. Et ça a suscité du coup beaucoup d'espoir de ne pas voir ressurgir cette maladie dans les autres départements. Sauf que justement, il y a eu un certain nombre de mouvements d'animaux qui ont propagé l'épidémie dans les départements voisins. Aujourd'hui, le Rhône et l'Ain sont toujours des départements sous surveillance, évidemment, et ça s'est ensuite propagé à la région du Sud-Ouest, comme on le sait. Donc là, il y a vraiment une difficulté à circonscrire cette maladie. C'est pour ça qu'il y a un débat assez tendu entre ceux qui considèrent qu'il faut vacciner le plus rapidement possible de façon assez élargie et éviter les abattages du coup, et évidemment les éleveurs, les principaux concernés, qui considèrent qu'il faut au contraire ne restreindre ces abattages parce qu'il y a un coût humain, psychologique et un coût économique, bien entendu. Et bien réel, évidemment, on le comprend. Le gouvernement s'appuie beaucoup sur ces 2 départements, sur ce qui s'est passé là-bas pour dire ça fonctionne aujourd'hui, ce triptyque du protocole sanitaire. On va peut-être le revoir à l'écran. Ça consiste en 3 choses en même temps. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas déroger à l'une des règles. Abattage de toutes les bêtes des foyers affectés à partir d'un cas seulement. Des restrictions de mouvement des troupeaux, ça on l'a bien compris. Et une vaccination d'urgence des bovins dans la zone concernée. En fait, c'est l'assemblage de ces 3 dispositions qui fait que ça a fonctionné dans les 2 départements, Savoie et Haute-Savoie. Absolument. C'est la conjonction de ces trois processus qui ont permis à la Savoie et à la Haute-Savoie d'éradiquer la maladie, sans pour autant, comme ça a été montré dans le reportage, résoudre le problème de l'indemnisation. Il y a toujours un délai assez important entre l'annonce de cette indemnisation et l'indemnisation effective. L'éleveur en a apporté un témoignage là-dessus. Et donc, ça nécessite un certain temps. Donc là, comme on est sur des régions qui sont un peu plus touchées, le département de l'Aude a annoncé qu'il y avait un cas hier. Donc on voit bien que si ça se propage, la question de l'indemnisation, il va y avoir le montant qui va se poser. Et on dit un peu plus de 2 000 € par bête, ça grimpe très vite là. Ça grimpe très vite. Quand vous avez des élevages qui sont à 200, 250 têtes, ça peut monter très vite. Et d'autre part, c'est le délai qui va être nécessaire pour verser ces indemnités aux éleveurs. On dit que dans le secteur savoyard, un travail titanesque a été mis en place, élaboré par les chambres d'agriculture qui étaient là en soutien et qui ont mis le paquet pour l'accompagnement psychologique, et ça on l'a bien compris, mais aussi logistique et en termes financiers. Ça fait partie de la solution qui a fonctionné aussi. Et ça fait partie des missions des chambres d'agriculture que d'apporter un accompagnement humain, économique, financier, mais aussi technique à tous les éleveurs et à tous les agriculteurs, bien entendu. Il peut y avoir d'autres cas dans les productions végétales, de maladies des plantes, par exemple, etc. Donc on est là dans un rôle absolument important de ces établissements publics que sont les chambres d'agriculture. Établissements qui ont réagi finalement très vite pour la Savoie et la Haute-Savoie. Est-ce qu'on n'a pas attendu trop longtemps pour les autres départements ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Je
crois pas qu'il soit trop tard. On va regarder les évolutions dans les jours à venir. Après, tout dépend de la taille de l'élevage de chacun des éleveurs. Tout dépend de la rapidité avec laquelle l'épidémie se propage, et ainsi de suite. Donc, bon, pour l'instant, on n'en est qu'au tout début. On va espérer que cette maladie, avec la vaccination et les mesures qui vont être prises, va être stoppée. Mais ça porte quand même une grosse réflexion sur les impacts économiques de cette maladie. Quand même, c'est important. La Savoie et la Haute-Savoie étaient deux départements très inquiets parce que ce sont quand même des départements qui concentrent des productions fromagères de haute valeur ajoutée avec des signes de qualité très importants. Tout le monde les connaît, Reblochon, Beaufort, etc. Donc ça pouvait porter un préjudice quand même sur la production de ces fromages, sur les ventes et sur les exportations de fromage, parce que le secteur fromager est quand même l'un des grands exportateurs français dans le commerce agroalimentaire. Justement, là, vous pointez du doigt quelque chose d'important, à la question pourquoi ne pas vacciner tout cheptel français. Je crois que quand on vaccine, les troupeaux sont contraints à l'immobilisation. Ça veut dire pas d'exportation, ça veut dire de grosses pertes. En fait, c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Eh bien, oui, c'est bien là le sujet du clivage qu'il y a entre les pouvoirs publics et les professionnels. C'est que on envisagerait de vacciner à grande échelle, mais on retombe sur ce qu'on a évoqué à l'instant sur la disponibilité et le coût que ça représente, parce que c'est l'État qui va prendre en charge évidemment cette vaccination. Donc, si on la généralise à tous les cheptels bovins, ça va coûter très cher. Et il va falloir avoir des doses disponibles. Mais de l'autre côté, les éleveurs, mais aussi tous ceux qui fabriquent les fromages, les transformateurs, sont quand même préoccupés. Si on ferme les marchés, eh bien, il va y avoir une perte économique assez importante. Est-ce qu'on dit qu'après la vaccination, il faut attendre 14 mois pour recouvrer un statut indemne et donc repartir normalement et pouvoir exporter Et répondre donc aux exigences des importateurs qui souhaitent importer des produits laitiers issus de zones totalement indemnes de la maladie. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement complexe et ça s'inscrit sur la durée. C'est pour ça que finalement la colère agricole peut aussi s'inscrire dans la durée tant qu'on n'aura pas résolu tous ces problèmes. On s'interroge aussi sur pourquoi l'abattage systématique. On entend ces éleveurs dire c'est absolument absurde d'abattre un troupeau total quand on a un ou deux cas. Je crois que l'État a ses raisons aussi. Il veut éviter de perdre son statut réglementaire indemne, là aussi en la matière. Alors il y a cette affaire de réglementation évidemment sur les zones indemnes de la maladie. L'argument sur les abattages est un argument scientifique, ça a été rappelé à plusieurs reprises, mais encore une fois, vous avez l'argument économique qui s'oppose à cet argument scientifique. Si on abat tous les troupeaux, on a une perte économique, on a un choc évidemment psychologique, ça a été rappelé par l'éleveur de la Savoie dans votre reportage, mais on est là sur deux dimensions et on a du mal à les articuler, bien entendu. La science et l'économie, parfois, c'est pas... Justement, dans le monde dans lequel on vit, quel argument a le plus de chances de peser? L'argument économique? Pas forcément, évidemment. J'aurais en face de moi un vétérinaire, il dirait ça sera plutôt l'approche scientifique du problème, et ça serait relativement légitime quand même. Mais dans la situation actuelle, je parlais des exportations de produits laitiers qui constituent le 3e excédent de notre balance commerciale. Or, cette année, on devrait finir avec un déficit commercial agroalimentaire pour la première fois depuis 1978. Et on n'a pas besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça. Ça arrive au plus mauvais moment, d'autant plus qu'il y a, ça a été indiqué dans votre propos d'introduction, il y a la question du Mercosur qui va se poser dans quelques jours, sans oublier le fait qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne représente un redoutable défi. Vous pouvez prendre sur d'autres productions végétales l'importance des exportations ukrainiennes de sucre, par exemple, qui sont 4 fois plus élevées que le contingent qu'on a accordé au Mercosur sur le sucre. Donc vous voyez qu'il y a des tensions. Je pense que la crise actuelle de l'agriculture, elle était déjà en gestation en 2023-2024. On a eu quand même une poussée de contestation. Tout n'était pas complètement terminé, donc ça ressurgit. Et le vecteur qui déclenche un peu tout ça, c'est évidemment la DNC, la dermatose. Voilà. Mais je pense que c'est une agrégation de problèmes que les agriculteurs vivent et qui illustre ce mouvement de colère.
On va reparler du Mercosur dans quelques instants parce que le Parlement européen vient d'adopter des protections renforcées pour les agriculteurs. On sait que c'est la ratification qui est attendue au Parlement européen et ça dont il est question aujourd'hui. L'ennemi, c'est le virus, pas le gouvernement, s'efforce à rappeler l'exécutif français depuis quelques jours. En fin de semaine dernière, les premiers barrages ont fait leur réapparition sur les routes du sud-ouest français. Les éleveurs qui expriment leur colère grandissante contre l'abattage systématique, on en parlait ensemble, des cheptels après détection d'un cas. Après un déplacement à Toulouse hier, la ministre de l'Agriculture se réunissait de nouveau ce matin aux côtés du Premier ministre qui prévoit de nouveau une séquence en fin de journée. On fait le point sur cette crise politique qui est en train de monter en France. Regardez. Tours, Nantes, Boulogne-sur-Mer, après l'Occitanie, la contestation agricole se répand à tout le territoire français. Les éleveurs protestent contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire par les autorités. La maladie n'est pas transmissible à l'homme, mais elle est extrêmement contagieuse de bovin en bovin et peut causer jusqu'à 10% de mortalité dans le troupeau. Le protocole en vigueur est sans appel. Dès qu'un cas est détecté, tout le cheptel doit être abattu. Les syndicats réclament la fin de cette hécatombe et exigent une campagne de vaccination généralisée. Un accord général dans le monde agricole, tout le monde dit qu'il faut arrêter ces abattages idiots qui n'ont aucun sens, aucun fondement. Voilà. On a un gouvernement qui a l'air de découvrir cette maladie alors que c'est une maladie qui a quasiment un siècle. La ministre reste inflexible sur les euthanasies massives, mais a concédé ce lundi une ouverture sur l'élargissement de la vaccination. C'est un enjeu logistique considérable. Nous aurons les doses suffisantes. J'en ai recommandé, comme je le disais, 1 million qui arriveront sous peu, de sorte que nous pourrons vacciner le plus rapidement possible. Une annonce jugée insuffisante pour la profession. Le Premier ministre a réuni ce mardi à Matignon les syndicats agricoles et les préfets des zones concernées. En France, depuis fin juin, plus de 70 élevages ont été touchés par la dermatose nodulaire dans 11 départements. Voilà, on vient de voir cette colère qui s'exprime et ces barrages qui se réinstallent comme ça sur les routes de France, des axes stratégiques. Ça nous rappelle quand même une crise qui n'est pas si lointaine. Il y a moins de 2 ans, les agriculteurs avaient bloqué, paralysé une partie du pays. Oui, l'hiver 2023-2024, avec un point culminant au moment du Salon de l'agriculture en février. Mais je voudrais rappeler quand même que les Français à l'époque n'étaient pas tout à fait les seuls, puisqu'il y avait eu le point de départ qui était en Pologne, justement en raison des importations en provenance d'Ukraine. Les agriculteurs polonais avaient exprimé leur mécontentement de voir arriver des produits agricoles et notamment des céréales et de la volaille dont ils sont producteurs en provenance d'Ukraine avec des droits de douane quasi nuls. Donc on avait vu, et il y avait eu d'autres États membres qui avaient vu leurs agriculteurs se mettre dans une forme de colère. Aujourd'hui, vous avez aussi des agriculteurs en Grèce qui bloquent les routes depuis la fin du mois de novembre pour des raisons de problèmes de versement des aides de la politique agricole commune ou de détournement de ces fonds européens. Donc on voit bien que c'est une question quasiment européenne. Il y a une grosse manifestation d'ailleurs qui est prévue en France jeudi, mais aussi dans toute l'Europe. À Bruxelles aussi, bah oui, à cause de ce vote du Mercosur, du traité du Mercosur, donc le traité qui est censé être ratifié cette semaine par les 27. On voit que ça bloque quand même du côté des Français qui ont réussi à rallier à leur cause les Italiens. Là aujourd'hui, ce qu'on nous annonce, c'est que le Parlement adopte des protections renforcées pour les agriculteurs. On essaie de convaincre, mais c'est pas sûr que ça fonctionne là. Alors c'est pas sûr que ça fonctionne, mais c'est quand même une avancée, une garantie, puisque la France avait demandé quand même l'introduction d'une clause de sauvegarde dans cet accord. Alors je ne parle même pas des mesures miroirs qui sont encore une échéance assez éloignée, puisque tous les États membres ne sont pas totalement d'accord. Donc Paris a été rejoint par l'Italie pour demander un report de la procédure de ratification. Il y a aussi une alliance avec les Polonais parce qu'ils sont concernés de près par cet accord Mercosur. Sauf que la présidente de la Commission européenne a affiché une fin de non-recevoir à cette demande exprimée par Paris. Donc on voit bien qu'il y a des tensions autour aussi de cet accord Mercosur qui va être ratifié ou qui pourrait l'être vendredi, qui va être précédé donc par une grande manifestation à Bruxelles. Pour pouvoir signer totalement et finaliser totalement l'accord avec le Mercosur, Mme von der Leyen a besoin d'avoir la signature des 27 États membres. Donc
donc, il va y avoir là des points de tension encore à partir de jeudi. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans ces tensions européennes, les pays du Mercosur qui sont signataires deviennent impatients et qu'ils voient d'un très mauvais œil l'application de ces clauses de sauvegarde et de ces mesures qui sont votées par le Parlement européen, parce qu'ils disent que finalement on a signé un accord, mais on revient un peu dessus quelques temps après. Et c'est pas totalement faux. Et on a signé l'accord début décembre. Voilà, et ça contient en quelque sorte des formes de discrimination, de protectionnisme déguisé qui pourrait, selon eux, être passible d'un dépôt de plainte à l'Organisation mondiale du commerce. Donc vous voyez que ça s'envenime quand même un petit peu, cette affaire. Alors ça s'envenime finalement dans tous les sens, parce que là on est parti sur le front européen, mais moi j'aimerais quand même qu'on revienne à ce qui se passe en France, parce qu'on voit bien, Emmanuel Macron dit aujourd'hui il n'y a pas toutes les garanties réunies pour aller plus loin sur ce traité du Mercosur qui a quand même été validé début décembre, donc on n'est pas à une contradiction près. Il y a les syndicats agricoles qui sont connus pour être assez divisés pour la plupart des sujets, qui là réussissent à dépasser localement leur clivage. Ils parlent d'une même voix, Mercosur, dermatose nodulaire contagieuse, même combat pour eux, on a le sentiment. Oui, mais ça renvoie encore une fois, c'est un prolongement de ce qui s'est passé durant l'hiver 2023-2024, même si on peut considérer que sur la période historique qui s'est écoulée depuis une vingtaine d'années, on sentait que cette contestation montait de plus en plus au fur et à mesure que les décisions européennes étaient prises. Donc là, il y a une forme de convergence. Quoique sur la dermatose nodulaire, il y a encore quelques divergences quand on regarde de près les visions qu'ils ont de l'abattage, de la vaccination et puis du diagnostic finalement vétérinaire qui a été établi. Mais sur les accords commerciaux, oui, effectivement, il y a une forme de convergence puisque ça concerne à peu près tous les agriculteurs, qu'ils soient producteurs de sucre, producteurs d'éthanol avec la betterave à sucre notamment, producteurs de volailles, producteurs de viande bovine, puisque c'est un contingent important, et que quand on regarde les contingents que nous, Européens, avons obtenus, ils sont systématiquement inférieurs à ceux qu'on accorde aux pays avec lesquels on négocie, et en particulier avec le Mercosur. Donc là, vous voyez que la balance est quand même assez déséquilibrée, et ça intervient dans un contexte, évidemment, où on a accumulé un certain nombre de difficultés. Et pour la France, on voit bien que ce qui s'est passé en 2023-2024, avec encore une fois le point de tension au Salon de l'agriculture, les agriculteurs ont le sentiment qu'il n'y a pas eu de réponse apportée depuis, même s'il y a eu quelques avancées. Il n'y a pas tous les ingrédients, là, Thierry Pouche, réunis pour que le dossier, qui est quand même vu d'ici complètement explosif, ne reparte de plus belle. Alors, de la suite de 2023, on a le sentiment que ça pourrait redémarrer de la même manière. En tout cas, on sent bien que l'exécutif, qui convoque une réunion de crise ce matin à Matignon et qui rappelle de nouveau les différents acteurs concernés cet après-midi, qui annonce aussi qu'il va recevoir tous les syndicats à Matignon dans la semaine, on sent qu'on prend le sujet très au sérieux. Ils ont raison de s'inquiéter ? Alors, déjà, c'est dans les attributs d'un gouvernement que de répondre à des crises. C'est pas tous les jours qu'on fait 2 réunions dans la même journée sur un même sujet. C'est vrai, mais là, on sent quand même que le secteur agricole, c'est là qu'on voit il y a une sorte de proportion entre ce que ça représente économiquement et politiquement. Donc, on voit bien que ce sont des agriculteurs qui travaillent, qui nourrissent la population. Et qui savent se faire entendre auprès des pouvoirs publics. Et qui savent se faire entendre. Vous auriez pu inviter un historien des manifestations agricoles. Il serait remonté au début du XXe siècle pour vous montrer que les manifestations d'agriculteurs sont très importantes, très régulières et parfois très violentes. Donc il y a une forme d'inquiétude, comme il y a une inquiétude à l'échelle de l'Union européenne. Et en plus, on est quand même maintenant à proximité du prochain salon de l'agriculture. Qui démarre début février, là aussi. Voilà, exactement. Et donc, il y a un paradoxe. On répond à une crise agricole dans l'urgence, alors qu'on savait depuis l'hiver 2023-2024 qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que les braises étaient encore assez chaudes. Donc, probablement qu'on a perdu du temps à répondre de façon globale aux préoccupations des agriculteurs, d'autant plus que c'est quand même un secteur qui compte pour beaucoup dans le pays et en Europe. La France est encore la première puissance agricole de l'Union européenne, donc avec 18% de la production totale. Son commerce extérieur décline, mais sur la période des 50 dernières années, on était quand même la puissance exportatrice avec les Pays-Bas en pôle position. Donc on sent bien que les pouvoirs publics, ils ont maintenant tout intérêt à régler une crise
dans l'urgence, mais il faut aussi maintenant se projeter dans un avenir un peu plus lointain pour définir une stratégie agricole qui réponde aux intérêts de la France et surtout aux défis d'aujourd'hui de l'Union européenne. En un mot, il y a une chance d'éviter la grosse crise, là ? Les agriculteurs ont des propositions à faire. Il faut qu'il y ait des négociations absolument régulières maintenant. Et encore une fois, définir non pas... Alors, il faut résoudre le problème dans l'immédiat, mais je crois fermement qu'il faut aussi définir un plan sur plus long terme. Merci beaucoup Thierry Pouche. Merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour. On va évidemment continuer à développer cette actualité évidemment portée à la une aujourd'hui. Restez à nos côtés dans quelques instants. Ce sera le journal. À tout de suite.